Les vagues de l'Atlantique frappaient inlassablement les côtes rocheuses de l'île de Gorée, portant avec elles les échos d'un passé douloureux et les murmures d'un présent incertain. Dans l'air salé de cette matinée de 1785, l'habitation Sainte-Claire-Épice vibrait d'une tension inhabituelle. Les plantations d'épices s'étendaient à perte de vue, témoins silencieux des fortunes bâties sur la sueur et les larmes de ceux qui n'avaient jamais choisi d'être là. Le parfum entêtant de la cannelle et du poivre se mêlait aux embruns marins, créant une atmosphère à la fois exotique et oppressante qui caractérisait cette île stratégique du commerce colonial français. Aminata pressait ses mains expertes contre le ventre tendu de la femme allongée devant elle. Sage-femme respectée parmi les esclaves de l'habitation, elle avait aidé à mettre au monde plus d'enfants qu'elle ne pouvait compter. Ses doigts, marqués par des années de labeur, possédaient une douceur et une précision qui avaient sauvé de nombreuses vies au fil des décennies. Mais cette naissance-là était différente. Dans la pénombre de la case réservée aux accouchements, 2 femmes gémissaient simultanément, leur douleur se mêlant dans un cœur tragique qui résonnait comme un présage. D'un côté, Madame Étiennette Lambert, l'épouse du contremaître, luttait contre un travail difficile qui durait depuis des heures. Son visage, habituellement poudré et soigné selon les canons de la beauté coloniale, était maintenant déformé par la souffrance. Ses cheveux, d'ordinaire savamment arrangés sous un bonnet de dentelle, collaient à son front en sueur. De l'autre, Fatou, une jeune esclave à peine sortie de l'adolescence, donnait naissance dans un silence stoïque qui brisait le cœur d'Aminata. La jeune femme serrait un morceau de bois entre ses dents pour étouffer ses cris, sachant qu'exprimer sa douleur pourrait être perçu comme un signe de faiblesse. « Poussez, Madame Lambert », encourageait doucement Aminata, tout en gardant un œil vigilant sur Fatou, qui serrait les dents pour ne pas crier. La sage-femme savait que les naissances simultanées n'étaient pas un hasard. Le destin semblait jouer un tour cruel à ces 2 femmes que tout séparait. L'une libre et privilégiée, l'autre enchaînée par les liens invisibles mais implacables de l'esclavage. L'atmosphère dans la case était lourde, chargée de l'humidité tropicale et des effluves de plantes médicinales qu'Aminata utilisait pour soulager les douleurs. Des bougies de cire d'abeille éclairaient faiblement l'espace, projetant des ombres dansantes sur les murs de bambou tressés. Dehors, les premiers chants des oiseaux tropicaux annonçaient l'approche de l'aube. Mais à l'intérieur, le temps semblait suspendu dans cette attente angoissante. Sieur Yves Monclerc des Dupont, le propriétaire de l'habitation, arpentait nerveusement la galerie de sa demeure coloniale. Ses pas résonnaient sur le bois poli, tandis qu'il scrutait l'horizon, comme si les réponses à ses inquiétudes pouvaient surgir de l'océan. Sa fortune reposait sur cette plantation d'épices, mais aussi sur les apparences qu'il devait maintenir dans la société coloniale de Gorée. Homme dans la quarantaine, au regard perçant et aux manières raffinées, il avait bâti son empire commercial grâce à sa perspicacité et à sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique coloniale. La demeure elle-même témoignait de sa réussite. Une architecture créole élégante, avec ses vérandas spacieuses, ses colonnes blanches et ses volets peints en bleu pour repousser les mauvais esprits selon les croyances locales. Les jardins soigneusement entretenus abritaient des essences rares rapportées des 4 coins de l'Empire français, créant un écrin de verdure luxuriante qui contrastait avec la rudesse des quartiers des esclaves. L'aube pointait à peine quand les premiers cris d'un nouveau-né percèrent l'air matinal. Aminata tenait dans ses bras un enfant vigoureux, aux traits fins et à la peau claire qui trahissait un métissage évident. L'enfant était parfaitement formé, ses petits poings serrés battant l'air avec une vitalité qui présageait d'une constitution robuste. Quelques minutes plus tard, un second cri résonna, plus faible celui-là. Fatou avait donné naissance à un garçon aux yeux déjà vifs, malgré sa fragilité apparente. Un enfant qui semblait porter en lui toute la force et la dignité de ses ancêtres africains. Mais dans la confusion qui suivit, quelque chose d'impensable se produisit. Madame Lambert, épuisée par l'accouchement difficile et les complications qui avaient marqué sa grossesse, sombra dans l'inconscience. Son enfant, né prématurément après des mois de grossesse difficiles, ne survécut que quelques instants, malgré tous les efforts d'Aminata pour le ranimer. Le petit corps, trop fragile pour affronter les défis de ce monde hostile, rendit son dernier souffle dans les mains expertes de la sage-femme, qui ne put retenir ses larmes face à cette tragédie. Dans le chaos de cette tragédie, une décision fut prise qui allait bouleverser le cours de plusieurs vies. Étiennette Lambert, le contremaître de l'habitation, fit irruption dans la case au moment où Aminata,
contemplait les deux nouveau-nés. Homme dur et pragmatique, façonné par des années passées à maintenir l'ordre dans les plantations, il avait développé une vision utilitaire de l'existence où les sentiments passaient après les nécessités pratiques. Son regard dur se posa alternativement sur sa femme inconsciente et sur l'enfant de Fatou, qui pleurait vigoureusement. Dans ses yeux, Aminata put lire le calcul froid d'un homme habitué à prendre des décisions difficiles sans se laisser émouvoir par les conséquences humaines. « Ma femme a besoin d'un héritier », déclara-t-il d'une voix qui ne souffrait aucune contradiction. « Cet enfant sera le sien. » Aminata sentit son sang se glacer. Elle connaissait les lois cruelles de cette société où la couleur de peau déterminait le destin, où un enfant pouvait passer de l'esclavage à la liberté par un simple caprice du sort. Mais elle connaissait aussi la vérité, et cette vérité pesait lourd sur ses épaules, comme un fardeau qu'elle devrait porter en silence. Fatou, encore faible de son accouchement, tendit instinctivement les bras vers son enfant, mais le regard glacial d'Étiennette Lambert l'arrêta net. Dans ce moment suspendu, 3 destins se scellèrent. Celui d'un enfant qui grandirait dans le mensonge, celui d'une mère qui devrait renier son propre sang, et celui d'une sage-femme qui deviendrait la gardienne d'un secret terrible. 3 années s'écoulèrent sur l'île de Gorée, 3 années pendant lesquelles le mensonge prit racine et grandit comme les épices dans les champs de Sainte-Claire. Le petit garçon, désormais appelé Henri Lambert, grandissait dans la grande maison coloniale, choyé par Madame Étiennette qui avait retrouvé la santé et reporté tout son amour maternel sur cet enfant qu'elle croyait sien. L'enfant se développait remarquablement bien, montrant une intelligence précoce et une curiosité naturelle qui enchantait tous ceux qui l'approchaient. La grande maison résonnait désormais des rires et des babillages d'Henri, transformant l'atmosphère parfois austère de la demeure coloniale. Madame Lambert avait fait aménager une nurserie spacieuse avec vue sur l'océan, où l'enfant passait ses journées entouré de jouets importés de France et de livres d'images colorées. Elle lui parlait en français, lui enseignait ses premières lettres et lui racontait des histoires de châteaux et de princesses qui n'avaient rien à voir avec la réalité de l'île de Gorée. Fatou, elle, avait été assignée aux cuisines de la grande maison. Officiellement, c'était pour ses talents culinaires exceptionnels qu'elle avait développés, en observant les cuisinières expérimentées de l'habitation. Mais Aminata savait que c'était pour qu'elle puisse voir grandir son fils sans jamais pouvoir le revendiquer. Cette proximité était à la fois une bénédiction et une torture pour la jeune mère. Chaque jour, Fatou préparait les repas de l'enfant qu'elle avait porté, mélangeant avec amour les épices locales aux recettes françaises pour créer des plats qui plaisaient au palais délicat d'Henri. Elle le regardait jouer dans les jardins depuis la fenêtre de la cuisine, écoutait ses premiers mots sans jamais pouvoir lui dire qu'elle était sa mère. Parfois, quand Madame Lambert était occupée ailleurs, elle osait s'approcher de l'enfant pour ajuster ses vêtements ou essuyer son visage, savourant ces moments volés de tendresse maternelle. Henri, de son côté, semblait naturellement attiré par Fatou. Il courait vers elle quand il la voyait, réclamait qu'elle lui raconte des histoires dans sa langue maternelle et s'endormait plus facilement quand elle fredonnait les berceuses que sa propre mère lui avait chantées autrefois. Cette complicité naturelle n'échappait pas aux regards observateurs de l'habitation. Sieur Yves Monclerc des Dupont observait cette situation avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude croissante. L'enfant apportait effectivement la joie dans sa demeure et consolidait la position sociale des Lambert, ses fidèles contremaîtres. La présence d'un héritier légitime renforçait le statut de la famille Lambert dans la hiérarchie complexe de la société coloniale, où les apparences comptaient autant que la richesse. Mais il remarquait aussi les regards que Fatou posait sur le petit Henri, des regards chargés d'une tendresse qui dépassait largement la simple affection d'une domestique pour l'enfant de ses maîtres. Ces regards avaient une intensité, une profondeur qui ne trompait pas un homme de son expérience. Il avait également noté la ressemblance physique troublante entre Fatou et Henri, une ressemblance qui devenait plus évidente à mesure que l'enfant grandissait. Les traits d'Henri s'affinaient avec l'âge, révélant une beauté métissée qui combinait harmonieusement les caractéristiques européennes et africaines. Ses yeux, d'un brun profond, avaient la même forme en amande que ceux de Fatou. Son sourire, éclatant et spontané, rappelait celui de la jeune femme. Même sa façon de bouger, gracieuse et fluide, évoquait la démarche naturellement élégante de celle qui travaillait aux cuisines. Un matin, alors que la mousson tropicale balayait l'île de ses vents puissants et de ses pluies torrentielles,
Un navire marchand accosta au port de Gorée malgré les conditions météorologiques difficiles. À son bord, M. Alexandre Beaumont, un négociant influent de Saint-Louis qui entretenait des relations commerciales fructueuses avec l'habitation Sainte-Claire depuis plus d'une décennie. Beaumont était un homme dans la cinquantaine, aux cheveux grisonnants et au regard perçant d'un bleu acier. Ancien militaire reconverti dans le commerce, il avait développé au fil des années un sens aigu de l'observation et une capacité remarquable à déceler les non-dits et les secrets qui se cachèrent derrière les façades polissées de la société coloniale. Son expérience des affaires l'avait rendu expert dans l'art de lire les expressions, de décrypter les silences et de comprendre les dynamiques cachées qui régissaient les relations humaines. Son arrivée à l'habitation fut accueillie avec les honneurs dus à son rang et à l'importance de ses transactions commerciales. Sieur Montclair organisa un dîner somptueux en son honneur, réunissant l'élite locale dans la grande salle à manger de la demeure coloniale. La table était dressée avec la plus belle porcelaine de Limoges, l'argenterie brillait sous la lumière des chandeliers et les mets les plus raffinés étaient servis dans des plats d'argent ciselés. Lors de ce dîner organisé en son honneur, Beaumont ne put s'empêcher de remarquer la ressemblance troublante entre le petit Henri, qui fut présenté brièvement aux invités avant d'être reconduit à sa chambre, et Fatou, qui servait à table avec une grâce naturelle qui contrastait avec sa condition d'esclave. Les mêmes yeux en amande, la même forme du visage, les mêmes gestes gracieux, la même façon de pencher la tête quand il réfléchissait. Son regard expérimenté ne s'y trompait pas. « Votre fils a grandi, Madame Lambert », dit-il poliment en dégustant un verre de vin de Bordeaux. « Il vous ressemble beaucoup. » Étiennette Lambert sourit avec fierté, ses joues rosissant légèrement sous le compliment. Henri est effectivement un enfant remarquable. Il apprend si vite et il a déjà un caractère si affirmé. Mais Aminata, qui assistait discrètement au repas pour veiller sur l'enfant et s'assurer que tout se déroulait selon les souhaits de Madame Lambert, sentit son cœur s'emballer. Elle croisa le regard de Beaumont et il eut une compréhension qui la terrifia. Dans ses yeux bleus perçants, elle vit qu'il avait saisi la vérité, ou du moins qu'il avait de sérieux soupçons sur les véritables origines d'Henri. Cette nuit-là, Aminata ne trouva pas le sommeil. Allongée sur sa natte dans sa case modeste, elle écoutait les bruits nocturnes de l'habitation, le chant des grillons, le murmure du vent dans les feuilles de palmier, les vagues qui venaient mourir sur la plage. Elle savait que le secret ne pourrait pas être gardé éternellement. Henri grandissait, et avec lui grandissaient les risques que la vérité éclate au grand jour. Dans l'obscurité de sa case, éclairée seulement par la lueur tremblotante d'une bougie de suif, elle prit une décision qui allait changer le cours des événements. Le lendemain, elle se rendit discrètement auprès de Fatou dans les cuisines, profitant d'un moment où la jeune femme était seule pour préparer le petit déjeuner d'Henri. Les deux femmes se connaissaient depuis l'enfance, liées par les épreuves partagées et la solidarité silencieuse qui unissait les esclaves de l'habitation. Elles avaient grandi ensemble, avaient vécu les mêmes humiliations, les mêmes peurs, les mêmes espoirs secrets. « Il faut que tu saches », murmura Aminata, en regardant autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules. Beaumont a des soupçons. Il a vu la ressemblance. Hier soir, pendant le dîner, j'ai lu dans ses yeux qu'il avait compris. Fatou serra les poings, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle refoulait depuis 3 ans. Que va-t-il arriver à Henri si la vérité sort? Que va-t-il devenir? Je ne sais pas, avoua Aminata, sa voix trahissant l'angoisse qui l'étreignait. Mais nous devons être prêtes à tout. Il faut que nous réfléchissions à ce que nous ferons si le secret est révélé. Les semaines qui suivirent furent marquées par une tension croissante à l'habitation Sainte-Claire. Beaumont avait prolongé son séjour, officiellement pour négocier de nouveaux contrats d'épices et explorer de nouvelles opportunités commerciales dans la région, mais Aminata sentait qu'il enquêtait discrètement sur les circonstances de la naissance d'Henri. Elle le voyait observer attentivement les interactions entre Fatou et Henri, noter mentalement les ressemblances physiques qui devenaient de plus en plus évidentes, poser des questions apparemment anodines sur la naissance de l'enfant et les événements de cette nuit fatidique de 1785. Beaumont était un homme méthodique, habitué aux enquêtes commerciales qui nécessitèrent de la patience et de la perspicacité. Il avait développé au fil des années une technique subtile pour obtenir des informations sans éveiller les soupçons. Ses conversations semblaient toujours porter sur des sujets anodins, mais elles étaient en réalité soigneusement orientées pour révéler les vérités cachées. Il s'entretenait longuement avec les domestiques, prétextant son intérêt pour les coutumes locales et les traditions de l'île.
Il questionnait les esclaves plus âgés sur l'histoire de l'habitation, sur les naissances marquantes, sur les événements qui avaient marqué la communauté. Chaque conversation lui apportait de nouveaux éléments, de nouveaux indices qui confirmaient ses soupçons initiaux. Un après-midi particulièrement torride, alors que la chaleur rendait l'air presque irrespirable et que même les oiseaux cherchaient l'ombre des grands arbres, Henri jouait dans les jardins sous la surveillance attentive de Fatou. L'enfant, maintenant âgé de 3 ans, babillait joyeusement en construisant des châteaux de sable près du bassin ornemental, ses petites mains habiles modelant la terre humide avec une concentration touchante. Fatou le regardait avec un mélange d'amour et de mélancolie, chaque geste de l'enfant ravivant en elle l'instinct maternel qu'elle devait constamment réprimer. Elle lui parlait doucement dans sa langue maternelle, lui enseignant les noms des fleurs et des oiseaux, lui racontant des histoires de son pays natal qu'elle-même tenait de sa grand-mère. Beaumont s'approcha de la jeune femme d'un pas nonchalant, feignant l'intérêt pour les jeux de l'enfant. Il observa Henri pendant quelques minutes, notant sa vivacité, son intelligence précoce, la grâce naturelle de ses mouvements. « Il a de la chance d'avoir une nourrice si attentionnée », dit Beaumont d'un ton apparemment désinvolte, mais ses yeux scrutaient attentivement le visage de Fatou. Fatou baissa instinctivement les yeux, son cœur battant la chamade. Elle avait appris depuis longtemps à dissimuler ses émotions, à présenter un visage impassible face aux questions des maîtres. « Monsieur Henri est un enfant adorable », répondit-elle prudemment, sa voix ne trahissant rien de la tempête qui faisait rage en elle. « En effet, et il vous ressemble étonnamment. » Ces mots tombèrent comme un couperet dans l'air lourd de l'après-midi. Fatou releva brusquement la tête, ses yeux rencontrant ceux de Beaumont. Dans ce regard bleu acier, elle lut non pas de la condamnation ou de la menace, mais une forme de compassion inattendue qui la surprit et la déstabilisa. « Je ne dis rien qui puisse nuire à cet enfant », ajouta-t-il doucement, sa voix prenant une tonalité plus humaine. « Mais je pense que vous devriez savoir que certaines vérités ont tendance à émerger d'elles-mêmes, tôt ou tard. Il vaut parfois mieux les révéler dans des conditions contrôlées, plutôt que de les laisser exploser au grand jour. » Cette conversation fut rapportée à Aminata le soir même, dans le secret de la case de la sage-femme. Fatou était bouleversé, partagé entre l'espoir que quelqu'un comprenne enfin sa situation et la terreur de voir son monde s'écrouler. Aminata comprit que le moment de vérité approchait inexorablement, comme une marée montante qu'aucune digue ne pourrait arrêter. Elle devait prendre une décision cruciale, continuer à protéger le mensonge qui permettait à Henri de grandir dans le privilège, ou révéler la vérité avant que d'autres ne le fassent dans des circonstances potentiellement dramatiques. Le destin précipita les événements quelques jours plus tard, comme si les forces invisibles qui régissaient l'île avaient décidé que le temps des secrets était révolu. Henri tomba gravement malade, victime d'une fièvre tropicale virulente qui ravageait parfois les enfants dans le climat humide et chaud de Gorée. La maladie frappa avec une soudaineté terrifiante, transformant en quelques heures un enfant vigoureux et joyeux en un petit être brûlant de fièvre et délirant. Madame Lambert était au désespoir, arpentant sans cesse la chambre de l'enfant, appelant tous les médecins disponibles sur l'île. Le docteur Mercier, médecin de la marine française en poste à Gorée, avait été mandé en urgence, mais ses remèdes européens semblaient impuissants face à cette fièvre tropicale. Les saignées et les purgatifs traditionnels ne faisaient qu'affaiblir davantage l'enfant. C'est vers Aminata qu'elle se tourna finalement, mettant de côté les préjugés raciaux face à l'urgence de la situation. La réputation de guérisseuse d'Aminata était connue dans toute l'île, et même les colons les plus orgueilleux n'hésitaient pas à faire appel à ses services quand la médecine européenne montrait ses limites. Dans la chambre de l'enfant, transformée en infirmerie de fortune, Aminata veillait jour et nuit, appliquant ses remèdes traditionnels transmis de génération en génération. Elle préparait des décoctions d'écorce de quinquina pour faire baisser la fièvre, des cataplasmes de plantes locales pour apaiser les douleurs, des tisanes rafraîchissantes pour maintenir l'hydratation de l'enfant. Fatou, officiellement là pour aider aux soins et préparer les bouillons nourrissants, ne quittait pratiquement pas le chevet de son fils. Elle avait obtenu l'autorisation de Madame Lambert de rester dans la chambre, prétextant sa connaissance des habitudes alimentaires d'Henri et sa capacité à le calmer quand il s'agitait. C'est dans ces moments de crise que les masques tombent et que les véritables sentiments se révèlent au grand jour. La proximité de la mort a cette capacité unique de révéler l'essentiel, de balayer les conventions sociales et de mettre à nu
les émotions les plus profondes. « Sauve-le » supplia Madame Lambert, les larmes coulant librement sur ses joues habituellement poudrées. « Je t'en prie, Aminata, sauve mon fils. Je ferai tout ce que tu voudras. Je te donnerai tout ce que tu demanderas. Mais sauve-le. » Fatou, qui tenait la petite main brûlante de Henri dans les siennes, murmura des berceuses dans sa langue maternelle, des mélodies ancestrales que seule une mère connaît, transmises de génération en génération comme un héritage précieux. Sa voix douce et mélodieuse semblait apaiser l'enfant, qui cessait de s'agiter quand elle chantait. Aminata observait cette scène déchirante. Deux femmes aimant le même enfant avec la même intensité, chacune le considérant comme son fils, mais pour des raisons différentes. L'une l'aimait parce qu'elle l'avait élevé, l'autre parce qu'elle l'avait porté. L'une l'aimait par adoption du cœur, l'autre par instinct biologique. Et toutes deux étaient prêtes à tout sacrifier pour le sauver. La fièvre finit par tomber au bout de 4 jours d'angoisse. 4 jours pendant lesquels la vie d'Henri avait oscillé entre espoir et désespoir. Henri ouvrit enfin les yeux, ses pupilles retrouvant leur clarté habituelle, et sourit faiblement. Son premier regard se porta instinctivement vers Fatou, qui était penchée sur lui, puis vers Madame Lambert, qui se précipita pour le serrer dans ses bras, avec une émotion débordante. Mais sieur Yves Moncler des Dupont, qui avait assisté à ces scènes depuis le seuil de la chambre, respectant l'intimité de ce moment crucial, tout en gardant un œil vigilant sur la situation, commençait lui aussi à avoir des doutes sérieux. L'amour maternel de Fatou était trop évident, trop intense, trop instinctif pour être celui d'une simple domestique attachée à l'enfant de ses maîtres. Il avait observé comment elle anticipait les besoins d'Henri, comment elle savait exactement quels gestes le calmaient, comment elle connaissait ses expressions et ses humeurs mieux que quiconque. Cette connaissance intime ne s'acquiert pas par simple proximité professionnelle, elle naît d'un lien plus profond, plus primitif, plus fondamental. L'orage éclata un soir de septembre, balayant l'île de Gorée de ses vents violents et de ses pluies torrentielles qui transformaient les chemins en rivières boueuses et faisaient ployer les palmiers sous leur force. Les éclairs zébraient le ciel noir, illuminant par intermittence les bâtiments de l'habitation Sainte-Claire d'une lumière spectrale. Dans la grande maison de l'habitation, une autre tempête se préparait, celle de la vérité qui ne pouvait plus être contenue, comme une digue sur le point de céder sous la pression des eaux. Sieur Yves Moncler des Dupont avait convoqué dans son bureau lambrissé, éclairé par la lueur dansante des bougies et le feu de cheminée qui crépitait malgré la chaleur, Étiennette Lambert, Aminata et, à la surprise générale, Fatou. L'atmosphère était lourde de tension, chargée d'électricité comme l'air avant l'orage. Beaumont était également présent, témoin silencieux de ce qui allait se jouer, ses mains croisées devant lui, dans une attitude de neutralité bienveillante. Le bureau de Moncler reflétait sa position sociale et son goût pour le raffinement. Des meubles en acajou massif, des cartes marines encadrées au mur, une bibliothèque garnie d'ouvrages de commerce et de navigation, et sur son bureau, un globe terrestre en cuivre qui témoignait de l'étendue de ses relations commerciales. « Il y a des questions qui doivent trouver des réponses », commença le propriétaire, son regard sévère balayant l'assemblée hétéroclite réunie devant lui. Sa voix portait l'autorité de celui qui était habitué à être obéi sans discussion. Des questions sur la naissance de Henri, sur les circonstances exactes de cette nuit de 1785 qui semble enveloppée de mystère. Madame Lambert pâlit visiblement, pressentant que son bonheur matériel, cette joie qui avait illuminé sa vie pendant 3 années, était menacée. Ses mains tremblaient légèrement, et elle les serra pour dissimuler son émoi. Fatou gardait les yeux obstinément baissés, tremblante, ses épaules voûtées sous le poids de l'angoisse. Seule Aminata conservait son calme apparent, puisant dans sa sagesse et son expérience la force de faire face à cette épreuve, sachant que l'heure de vérité était enfin arrivée. « Aminata, » dit Moncler en se tournant vers la sage-femme, « vous étiez présente cette nuit-là. Vous avez assisté aux 2 naissances. Vous avez été témoin de tout ce qui s'est passé. Je veux la vérité, toute la vérité, sans omission ni déformation. » La sage-femme releva lentement la tête, ses yeux fatigués mais déterminés rencontrant ceux du propriétaire. Dans ce regard, elle puisa la force de révéler enfin le secret qu'elle portait depuis 3 ans comme un fardeau de plus en plus lourd. Elle pensa à Henri, à son avenir, à ces 2 femmes qu'il aimait, et prit sa décision. « L'enfant que vous appelez Henri Lambert, dit-elle d'une voix claire et ferme qui résonna dans le silence du bureau, est le fils de Fatou, l'enfant de Madame Lambert, né prématurément et fragile,
n'a pas survécu à la naissance malgré tous mes efforts pour le sauver. Le silence qui suivit fut assourdissant, plus impressionnant que le tonnerre qui grondait au dehors. On n'entendait plus que le crépitement du feu dans la cheminée et le tambourinement de la pluie sur les volets. Madame Lambert porta ses mains à sa bouche, étouffant un cri de douleur qui venait du plus profond de son être. Tout son monde s'écroulait en un instant. Étiennette Lambert serra les poings, sa colère montant comme une marée face à cette révélation qui remettait en question 3 années de ce qu'il considérait comme un arrangement parfaitement légitime. Son visage se durcit, ses mâchoires se contractèrent. « Comment osez-vous » explosa-t-il, sa voix vibrant de fureur contenue. « Cet enfant est notre fils. Nous l'avons élevé, nous l'avons aimé, nous lui avons donné un nom, une position sociale. Comment osez-vous remettre cela en question ?»« Non », dit doucement Fatou, relevant enfin la tête avec une dignité soudaine qui surprit tout le monde. Sa voix, habituellement soumise et effacée, prit une force nouvelle. « Henri est mon fils. Je l'ai porté 9 mois dans mon ventre. Je l'ai mis au monde dans la douleur et l'amour. Et chaque jour, depuis 3 ans, j'ai dû faire semblant de n'être qu'une domestique, alors que mon cœur de mère se brisait un peu plus à chaque instant. » Ses yeux brillaient de larmes, mais aussi d'une détermination farouche. J'ai vu ses premiers sourires sans pouvoir les revendiquer, j'ai entendu ses premiers mots sans pouvoir lui répondre comme une mère, j'ai soigné ses petits bobos en cachette, j'ai chanté pour l'endormir en prétendant que c'était juste pour l'aider à dormir. Chaque nuit, je rêve de lui dire qui je suis vraiment. Beaumont prit la parole pour la première fois depuis le début de cette confrontation, sa voix posée apportant une note de rationalité dans cette tempête d'émotions. La ressemblance est indéniable pour quiconque a des yeux pour voir. N'importe quel observateur impartial peut s'en rendre compte. J'ai moi-même été frappé par cette évidence dès ma première rencontre avec l'enfant. Montclair se leva de son fauteuil, arpentant son bureau comme un fauve en cage. La situation était délicate, explosive même. Reconnaître officiellement la vérité signifiait admettre qu'un enfant d'esclave avait été élevé comme un enfant libre pendant 3 ans, ce qui remettait en question l'ordre social établi et pouvait avoir des répercussions imprévisibles sur l'ensemble de la communauté coloniale. « Et maintenant ?» demanda-t-il, s'arrêtant devant la fenêtre où les éclairs continuaient d'illuminer la nuit. « Que proposez-vous? Comment réparer cette situation sans détruire cet enfant innocent ?» Ce fut Aminata qui répondit, forte de sa sagesse accumulée au fil des décennies et de son expérience des complexités humaines. « Henri a grandi dans l'amour, monsieur. Madame Lambert l'a aimé comme son propre fils, avec toute la sincérité et la tendresse dont une mère est capable. Et Fatou l'aime parce qu'il est effectivement son propre fils, avec cet instinct maternel que rien ne peut remplacer. Cet enfant a 2 mères, et il a besoin des 2 pour s'épanouir pleinement. » Elle marqua une pause, laissant ses paroles faire leur chemin dans les esprits. « L'amour ne se divise pas, il se multiplie. Henri n'a pas à choisir entre ses 2 mères, et ces 2 mères n'ont pas à se disputer son affection. Elles peuvent partager ce bonheur. » Madame Lambert, les larmes coulant librement sur ses joues, regarda Fatou avec une expression mêlée de douleur, de compréhension et d'une forme de respect nouveau. « Vous l'aimez vraiment ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Plus que ma propre vie, » répondit Fatou sans hésiter, sa voix vibrant de sincérité. « Chaque battement de mon cœur lui appartient. Chaque souffle que je prends, c'est pour lui. Je donnerai tout, absolument tout, pour son bonheur. » Dans les jours qui suivirent cette révélation bouleversante, une solution inédite fut laborieusement négociée, fruit de longues discussions entre toutes les parties concernées. Henri continuerait à vivre dans la grande maison, conservant son statut et son éducation privilégiée, mais Fatou serait officiellement reconnue comme sa nourrice personnelle et sa gouvernante, lui permettant de jouer un rôle maternel officiel dans sa vie quotidienne. Madame Lambert, malgré sa douleur initiale et le bouleversement de ses certitudes, accepta progressivement cet arrangement. Elle comprit, avec une générosité d'âme qui l'honore, que l'amour véritable ne se possède pas comme un objet, il se partage comme un trésor. Elle réalisa que Henri serait plus heureux et plus équilibré en grandissant entouré de l'amour de ses 2 mères, plutôt qu'en étant privé de l'une d'elles. Un nouveau rythme de vie s'installa à l'habitation Sainte-Claire. Henri passait ses matinées avec Madame Lambert pour ses leçons de français, d'écriture et de calcul, et ses après-midi avec Fatou, qui lui enseignait les langues locales, lui racontait les légendes de ses ancêtres et lui transmettait une connaissance intime de l'île et de ses traditions. Beaumont, avant de repartir pour Saint-Louis sur le navire qu'il avait amené, eut une dernière conversation privée avec Montclair
dans le bureau où tout avait été révélé. « Vous avez pris une décision sage et courageuse », dit-il en serrant la main du propriétaire. Dans un monde où l'humanité est souvent oubliée au profit des conventions sociales et des intérêts économiques, vous avez choisi l'amour et la vérité. Cet enfant grandira avec une richesse que l'argent ne peut acheter, l'amour inconditionnel de deux mères. Aminata, elle, continua à veiller sur l'habitation avec sa sagesse coutumière, gardienne vigilante des secrets et des vérités, sage-femme non seulement des corps, mais aussi des âmes blessées. Elle avait appris, au cours de cette épreuve, que parfois révéler la vérité, même douloureuse, était le seul moyen de libérer véritablement ceux qu'on aime et de leur permettre de construire un avenir authentique. Henri grandit ainsi entouré de l'amour de ses deux mères, ignorant encore les circonstances complexes et dramatiques de sa naissance, mais baigné dans la tendresse de celle qui l'avait choisi par amour et de celle qui l'avait porté par nature. Dans les plantations d'épices parfumées de Sainte-Claire, sous le soleil généreux de Gorée, et face à l'immensité de l'océan Atlantique, une famille peu conventionnelle mais profondément unie par l'amour avait trouvé son équilibre fragile mais authentique. L'enfant développait une personnalité riche et complexe, nourrie par ses deux influences maternelles complémentaires. De Madame Lambert, il héritait de l'éducation française, des bonnes manières de la société coloniale, de la connaissance des lettres et des arts. De Fatou, il recevait la sagesse ancestrale, la connaissance intime de la terre et de la mer, la musique et les légendes qui donnaient un sens profond à l'existence. Les années passèrent, et Henri devint un jeune homme remarquable, à l'aise dans les deux mondes qu'il avait façonnés. Il parlait couramment le français et les langues locales, naviguait avec la même aisance dans les salons coloniaux et sur les marchés de Gorée. Cette dualité, loin de le diviser, l'enrichissait et faisait de lui un être unique, capable de comprendre et de réconcilier des univers que tout semblait opposer. L'histoire d'Aminata, de Fatou, de Madame Lambert et de Henri devint progressivement une légende murmurée dans les cases des esclaves et dans les salons de la société coloniale, rappelant à tous que même dans les circonstances les plus difficiles et les plus injustes, la vérité et l'amour finissent toujours par triompher des mensonges et des conventions sociales. Cette histoire témoignait aussi de la capacité extraordinaire des femmes à transcender les barrières imposées par la société, à créer des liens qui défient les lois humaines et à construire des familles fondées non pas sur les apparences ou les convenances, mais sur l'amour authentique et le respect mutuel. Voilà une histoire qui nous rappelle que l'amour maternel transcende toutes les barrières sociales et que la vérité, même douloureuse, peut être libératrice. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à nous dire en commentaire de quelle ville vous nous suivez. Nous publions une nouvelle histoire chaque jour, alors pensez à vous abonner à la chaîne